Salut les swing dancers, c'est Julien pour Blabla Swing. Aujourd'hui, on est en présence d'une autre grande figure majeure du développement des danses swing en Provence. J'ai nommé Nico. Salut Nico. Bonjour Julien. Donc je suis Nicolas Rodriguez en fait. J'habite en Provence depuis on va dire une vingtaine d'années. Et du temps que je me souvienne, j'ai toujours été danseur et passionné de swing depuis tout petit. Donc je pense qu'on va revenir dans les détails après. Et tout m'intéresse dans les danses swing, autant la musique, la culture swing, que l'enseignement, que tout ce qui va autour. Et donc, je ne conçois pas en fait un jour sans écouter un morceau de jazz. Donc, en gros, c'est ce qui me définit, je pense, dans cette culture-là. D'accord, cool, merci. Alors d'entrée de jeu, tu viens de me donner la phrase d'accroche pour l'épisode. C'est génial, merci. Ben justement, donc, hein, c'est la suite du programme. C'est un petit peu de nous parler de ta rencontre avec les danses swing, parce que tu en pratiques plusieurs. Comment ça s'est passé? Je crois que ça a commencé du côté de Saint-Étienne, si je dis pas Tout de à bêtises. fait, tout à fait. En fait, bah, ça remonte à quand même très vieux, puisque j'ai commencé la danse à l'âge de 8 ans. Donc, comme tout bon français qui tombe là-dedans par le rock. Et je suis passé assez vite en fait à une danse qui s'appelle le boogie woogie. Alors, on l'a défini comme danse swing, mais je considère pas que c'est la date dans laquelle je suis tombé vraiment dans les danses swing, puisque c'était quand même une danse de compétition, on va dire. Donc, je suis réellement passé au swing avec la découverte du Lindy Hop dans les années 2001-2002. Voilà. Et en ayant pratiqué énormément de danse de compétition avant, mais pas de Hmm. danse swing. D'accord. Et cette rencontre avec le Lindy Hop, elle a lieu où? Enfin, à quel moment en particulier? On a la date, mais le... Ben, en fait, je suis parti à Erang pour m'entraîner pendant une semaine en boogie woogie. Et à cette époque-là, tous les danseurs qu'on connaît actuellement étaient aussi la majorité avec nous en stage. Et j'étais, waouh, c'était un flash de voir des gamins en Suède de 10 ans déjà pratiquer des claquettes, déjà pratiquer donc le Lindy Hop, puisque dans les années 80, la Suède, c'est elle qui a eu la plus grande influence avec Lennart justement de la culture swing. Et donc on s'est retrouvé face à des gamins, je te dis, de 10 ans qui pratiquaient déjà le Lindy Hop. Et là, on en s'est pris un peu une grosse claque à se dire waouh, c'est vraiment génial cette danse, c'est très social, c'est fun, c'est joyeux et tout ça. Et alors que Hmm. nous, on avait l'esprit compétition à fond la caisse. Et ça m'a vraiment mis un choc. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit ce serait peut-être bien de switcher sur ce monde-là pour avoir plus d'amusement plutôt que m'enfermer dans un gymnase toute la journée, quoi. D'accord, ouais. Voilà. Et du coup, ce qui différenciait énormément les deux danses, c'était que l'une manquait peut-être un petit peu de social, à savoir Ah, le c'est pas un boogie. petit peu, Ouais, il n'y en avait pas. on s'en cache plus maintenant, c'était que l'esprit boogie à la française et même c'était purement axé compétition, même pour sortir danser en soirée, c'était sortir avec sa partenaire de l'époque et s'entraîner et danser qu'avec sa partenaire. Je veux Ouais. dire, en indie, tout le monde danse avec tout le monde était là pour s'amuser, échanger, même échanger des pas, enfin je veux dire comme ça se pratiquait au début des années swing déjà. Donc c'était vraiment un revirement complet, au-delà de la danse, je dirais, de la mentalité, en fait. Oui. Voilà. Et Et d'ailleurs, on a rencontré, je me rappelle de cette période charnière entre cette période où on voulait continuer, parce qu'on ne va pas quand même cracher dans la soupe, c'est ce qui nous a mis aussi le pied à l'étrier, la compétition française et internationale de Boogie Woogie. Mais on a eu un gros moment de charnière entre s'entraîner en Lindy, s'entraîner en Boogie, continuer la compétition boogie et essayer d'aller dans le monde du Lindy Hop où on n'était pas forcément bien accueilli par rapport à cette mentalité élitiste de compétition justement. ouais. Donc il fallait vraiment faire un travail sur nous et pour développer ce côté social et pas vouloir tout le temps danser avec sa propre danseuse et faire des mouvements purs, des choses qui étaient lâchées. Ouais. Ou des Voilà, patterns déjà voilà, voilà. pré-travaillés. Donc D'accord. Ça a vraiment beaucoup changé entre-temps, parce que la scène Lindy Hop mondiale actuelle est en grande partie constituée de tout à fait. danseurs-danseuses qui viennent du Mais boogie-boogie. c'est des gens qui ont le même cursus que nous, justement, et qui se sont aperçus de ça, qui, je pense, ont bénéficié, comme nous, de tout ce travail boogie-woogie ou d'écoute musicale qui est très, très poussé quand même,
mais qui en même temps, il nous manquait quelque chose. Alors, il y a deux côtés de personnes. Je pense qu'il y en a qui font ça aussi parce que le business dans l'indie hop est plus important que le business dans le boogie. D'accord? Donc, il y a énormément de stages de l'indie hop de par le monde, alors que les stages de boogie woogie, il y en a moins. Donc, pour travailler réellement et se mélanger réellement au monde entier, la danse clé, on va dire que c'est l'indie hop. Oui. Parce qu'à la base, le boogie woogie était dansé vraiment que par les quelques pays européens. Donc, c'est une autre culture. Est-ce qu'il y aurait aussi une question d'âge? Pour avoir fait une fois un cours de boogie woogie, je suis ressorti, j'étais lessivé tellement c'était physique. Le lindy hop peut l'être aussi, mais quand je vois comment il commence si tôt au boogie, j'ai l'impression que c'est un truc d'avoir 15-20 ans, quoi, quand on a la force de l'âge, niaque, etc. Si on prend le critère de base du boogie qui est pour faire de la compétition, je suis d'accord avec ça. Mais il est possible d'enseigner le boogie de manière très cool et posée pour tous les âges. Après, le problème, c'est que les gens, dès qu'ils rentrent dans le boogie woogie, vont en faire des compétiteurs. Donc voilà. Enfin, je pense qu'on a dépassé ça maintenant. Mais la plupart des gens qui sont passés au lindy hop, ils recherchaient ce côté social, ce côté danse à deux, plutôt que le côté show. Ouais. Les galas. Voilà. Donc, D'accord. au niveau musique, pardon, je continue un peu là-dessus, et au niveau musique aussi, le panel est quand même un peu plus large dans le panel swing, où on peut même inclure d'ailleurs les rhythm and blues des années 50s qui peuvent être utilisés en boogie, alors que le boogie est quand même une frange de ces années-là. On peut utiliser le ragtime, la période de 1910, Albert Hammond, piano et tout ça, et des choses qui sont plus proches de la musique rock'n'roll. Par contre, tout ce qui va au milieu, ça va pas pour la danse boogie-woogie qui est beaucoup plus jumpy que le lindy où on reste vraiment dans le groove et le sol, quoi. Ouais. Là, on parle beaucoup de lindy hop. Je sais que tu pratiques d'autres danses, notamment le balboa. Comment tu en es venu à ça? Après le boogie-woogie, tu as découvert le lindy hop. Et est-ce que tu as découvert le balboa de manière concomitante au lindy hop ou ça c'est venu après? Comment ça s'est fait? Ça s'est fait pour un travail d'un chorus pour une compétition. Donc, parce qu'en fait, il y avait à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas des stages tous les week-ends avec des profs de renommée. Il fallait quand même axer sa formation sur des stages clés ou des professeurs clés qui étaient très influencés, qui avaient beaucoup d'influence à cette époque, on va dire. Et malheureusement, sur Aix-Marseille, quand je suis arrivé en 2000, il n'y avait personne, quoi. Donc il fallait un peu voyager pour se former. Et il y avait quelques personnes clés quand même qui donnaient des stages sur Marseille de temps en temps. Il y a eu Cathy Gilbert qui est venue dans une école à Marseille plusieurs fois. Il y avait un couple, malheureusement, qu'on ne parle plus trop, mais qui a beaucoup influencé, je pense, la scène française. C'est Fabrice et Géraldine de Toulouse, qui venaient enseigner également à Saint-Mittre-les-Remparts, je me rappelle. Et il y avait Thomas Blanchard, donc l'une des figures, à mon avis, l'une des plus influentes sur la région de Montpellier et même des environs, qui venait jusqu'à Istres. Et je pense que c'est ces personnes-là qui ont vraiment impulsé quelque chose sur la scène swing, même pour nous, pour notre développement sur Aix-Marseille. Et du coup, on allait chercher les matériaux où ils étaient, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Donc à l'époque, c'était pour un show pour les championnats du monde, je crois, de l'indie hop. Et on voulait faire un chorus un peu particulier dans le showcase qui ressemblait à du balboa. Même si, très franchement, j'étais pas très attiré par le balboa au début. Et donc, on est allé se former à Montpellier avec c'était Cathy et Gilbert. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le balboa, mais on a kiffé, mais c'était pas non plus le grand amour autant que le lindy hop dès le début. Il a fallu une grande rencontre pour moi, c'était Randy et Cara, en fait, un couple américain, l'un des derniers qui a travaillé avec les vrais old-timers. Là, j'ai dit waouh, là ça, j'ai peut-être rien. Finalement, je crois que j'avais rien compris à cette danse. Je l'ai pris juste comme matériau, tu vois, à travailler pour, je crois, 16 x 8, tu vois, et encore, je sais même pas. Mais j'avais pas vraiment senti tout ça. Et quand j'ai vu Randy et Cara danser, je dis ah ouais, quand même. Et là, du coup, je m'y suis intéressé vraiment autant que je m'intéressais au lindy ou je m'étais intéressé au boogie. Et encore une fois, on est allé se former avec les gens capables de ça à cette époque et qui sont encore d'ailleurs sur la scène aujourd'hui.
Pour, Voilà. pour ces deux profs américains là que je ne connais pas, oups, tu es allé carrément aux États-Unis les rencontrer? Non, non, la première fois, ils sont venus au BOTP, D'accord. stage à Cannes. Mhm. C'est la première fois que je les ai vus. Et après, effectivement, j'ai pu, par chance, les inviter sur un événement qu'on créait ici. Et après, ils sont revenus plusieurs années, durant une semaine, par ici. Et je m'entraînais avec eux. D'accord, ah ouais, génial. Et du coup, oui, tu disais que la scène, quand tu es arrivé sur Aix-Marseille, début 2000, c'était désert. Et tu as mentionné Thomas, euh, Fabrice et Géraldine, Géraldine. puis Gilbert et Cathy. C'était des professeurs qui venaient souvent dans la région ou c'était, ils venaient une fois puis il fallait être là au bon moment Oui, de ce que je me souviens, c'était un peu comme quand on organise des stages aujourd'hui, des petits workshops de week-end. D'accord. C'était des écoles de danse. À Marseille, une école de danse particulière qui faisait venir sur 3 sessions ou 4 dans l'année, je sais, de ce que je me souviens, hein, peut-être que je me trompe, mais Cathy Gilbert. Thomas, lui, par contre, il a essayé pendant un trimestre ou deux de donner des cours réguliers sur Istres. Personnellement, je n'y ai pas participé, mais je sais qu'il y a d'autres de la région qui y allaient. Et par contre, Fabrice et Géraldine, c'était des stages, peut-être pas non plus très réguliers, mais on va dire 2, 3 fois par an. D'accord. Donc c'était vraiment exceptionnel pour se former sur l'environnement régional, on va dire. Sinon, on devait faire beaucoup de kilomètres à l'époque pour se former et voyager. D'ailleurs, ma période jusqu'à 30 ans, j'ai fait que voyager pour me former ou participer à des événements ou danser ou enseigner. Voilà. Donc, Et donc, passé cette période où tu te formes à fond, la scène locale est inexistante, qu'est-ce que tu décides de faire alors? en fait, ça a été un deal. Malheureusement, quand je suis arrivé sur la région, j'avais pas de salle de danse. Donc, je pouvais pas. Mon but à l'époque, c'était de continuer à participer au circuit masterclass de Boogie Woogie. Et j'avais pas de salle de danse. Et la scène marseillaise et aixoise, on m'avait dit, mais tu trouveras jamais de danseuse ici. Il n'y a que le bebop qui règne, c'est une danse régionale. Oui, le fameux Enfin, bebop marseillais. voilà, donc, et effectivement, moi j'y croyais pas, parce que Marseille, deuxième ville de France, j'y croyais pas. Et j'ai dû vraiment être confronté à ça pour m'en apercevoir. Si bien que le deal, ça a été par connaissance, de connaissance, tomber sur une première danseuse, une partenaire avec qui j'ai pu continuer à m'entraîner un petit peu. Ensuite, rencontrer encore une autre partenaire avec qui on a commencé à donner des cours dans une école à plan de campagne. Et, et en fait, c'était un deal. C'était, je vous donne l'accès à la salle pour vous entraîner tant que vous voulez. D'accord. Mais en échange, je vais vous donner des cours. Vous donner des cours. Donc, ça a commencé par des cours de boogie, hein, parce qu'à l'époque, on faisait que ça, de boogie. Et après, ça a dérivé au retour du deuxième Erang. On a dû commencer à vouloir donner des cours de Lindy Hop. D'accord. Ça devait être 2004 par là. Donc les tout premiers dans la région en fait. En dehors des personnes que j'ai citées qui Oui, oui, venaient qui enseigner venaient en en stage, stage, en cours régulier, oui, c'est sûr. Par contre, on n'est pas les premiers à avoir enseigné du Lindy sur Oui. Marseille et Aix. D'accord. Donc voilà. C'est fou de se dire qu'il y a eu ça sur Marseille à cette époque-là, tellement Marseille se réveille juste depuis quelques années, mais ça a mis tellement de temps à... Mais dans les stages, il y avait quand même du monde, hein. C'était des gens, il y avait beaucoup de gens intéressés, mais ça restait des petits loisirs, on va dire. Il n'y avait pas non plus d'endroit pour danser. Il y avait, je me rappelle, beaucoup de soirées autour du bebop, et par chance, quelques personnes du bebop jouaient quand même des vieux standards du swing. Donc ça nous permettait d'aller danser à certains endroits, comme je me rappelle qu'il y avait le Flamingo à Marseille à l'époque, qui faisait des rencontres jazz et des choses comme ça. Alors les gens de Marseille dansaient le bebop, et nous on allait danser du boogie ou du lindy hop. D'accord. Donc, et d'ailleurs, les gens étaient... alors soit ça les rebutait complètement parce qu'on ne rentrait pas dans le moule, soit ça leur donnait aussi un coup de cœur, et on les retrouvait dans nos cours le mardi ou le mercredi d'après, quoi. Ah ouais. Donc, mais oui, c'était intéressant. Marseille est une région particulière quand même, hein, historiquement. Donc, ils sont plus tournés contre le reste de la France que vraiment avec. Donc,
On m'avait toujours dit que ce serait difficile de changer le fondement des danses d'ici pour aller vers des danses comme le Lindy Hop ou le Boogie. Mais on m'a toujours dit c'est trop fatigant votre danse, il faut tout changer. Donc, voilà, c'était assez rigolo. Mais en même temps, à l'époque, c'était intéressant de mettre toute sa force à développer ça. Et maintenant, on voit quand même qu'il y a de nombreuses scènes qui se sont ouvertes. Et c'est bien. Bah oui, On peut oui, danser un peu de partout. ça a quand même porté ses fruits, puisque tu as eu dans tes cours pas mal de personnes qui aujourd'hui gèrent eux-mêmes leur propre structure ou d'événements en tout genre. Et aujourd'hui, c'est vrai que bah, on peut danser tous les week-ends, comme tu le disais, et c'était pas du tout le cas il y a encore quelques années, et encore moins quand tu as débuté dans la région. Et bah, c'est chouette, ça a Super. porté ses fruits, C'est et très du bien. coup, bah, grâce à tout ça des années après, ça a porté ses fruits. Euh, Justement, je voulais parler de l'état de la scène swing, c'était une des questions que je voulais aborder, mais on vient de le faire en fait. Euh, on, on l'a peut-être pas mentionné, mais tu as plusieurs casquettes. Donc tu es danseur, tu as précisé que tu étais passionné dans l'ensemble de tout ce que le swing peut proposer, sa Mhm. culture, son histoire. Je sais que tu es très féru d'histoire du swing, de son développement, du jazz. Il y a deux autres casquettes que tu as que j'aimerais bien qu'on évoque, celle de DJ et celle d'organisateur d'événements, puisque tu as participé pendant longtemps avec Patrick et Patricia et d'autres à l'organisation du Provence Swing Festival, le PSF. Mhm. Tout Qu'est-ce à que fait. tu peux nous dire sur ces deux casquettes-là? Bah, c'est deux casquettes qui me tiennent énormément à cœur, autant que celle d'enseignant et de danseur, en fait, puisque je pense que c'est très complémentaire dans ce dont on parle aujourd'hui, le développement du swing, puisque ça passe par tout ça. On a toujours besoin de musique. Donc, je suis pas du tout musicien, donc bah, à défaut, je m'intéresse énormément aux vrais musiciens, donc à ce qui se faisait pour nos danses. Donc c'est vrai que je suis très passionné et enfin, il y a beaucoup de gens qui peuvent en témoigner. Je suis tout le temps à la recherche de nouveaux morceaux ou de nouvelles versions de morceaux que j'affectionne. Je fais beaucoup de tri et bah, on m'invite de plus en plus pour mixer dans des événements. Donc c'est très très intéressant et voir les gens s'éclater sur la musique qu'on joue ou découvrir un nouveau morceau plutôt que tout le temps entendre les mêmes standards dans les soirées, j'avoue que c'est assez fatigant. Donc c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir quelqu'un, des bons DJ, et d'ailleurs il y a quelqu'un comme Polo de Paris, c'est lui en fait qui m'a mis le pied à l'étrier là-dessus parce qu'il a commencé comme ça aussi. Je veux dire, c'était un danseur, il enseignait et surtout c'était un bon DJ qui faisait de la recherche. Donc euh, moi je faisais ça pour moi, mais c'est vrai que jouer de la musique pour les gens, au début ça ne m'intéressait pas forcément. Et j'ai dû m'y mettre petit à petit. Quand tu organises, bah forcément il faut que quelqu'un mette de la musique. Ou quand tu donnes des cours, forcément, il faut que tu aies de la bonne musique parce que ça fait partie d'un bon cours. Ouais. Si tu joues tout le temps les mêmes musiques que tout le monde dans tes cours, je trouve ça un peu fatigant. Alors que bah, y a plein d'élèves qui sont intéressés. Waouh, c'était quoi cette musique quand on a fait ci, ça, tu peux me la passer. Ça fait partie aussi de l'échange et de la culture de notre monde du swing. Donc, oui, DJ, c'est une casquette que j'apprécie particulièrement et que je travaille aussi, pas tous les jours, mais j'écoute tous les jours de la musique et je fais de la recherche quand j'ai des pistes intéressantes à fouiller ou qu'on me donne des pistes intéressantes à fouiller ou c'est aussi un échange avec d'autres personnes qui font ça. Ouais. Ou quand tu vas dans une soirée, waouh, ben, lui il a joué de la bonne musique, il doit faire de la recherche aussi, donc ben, on va discuter quoi. Voilà, et l'autre casquette d'organisateur, bah, je pense, comme bah, beaucoup de gens aujourd'hui aussi, il n'y a pas de petits et de gros organisateurs. Organiser une pratique, organiser une soirée, organiser un stage, bah, quand tu es enseignant, bah, tu dois passer par là, je pense, à partir du moment où tu n'as pas une école de ce nom. Et je fais partie des gens qui pensent que les danses swing ne sont pas forcément faites pour être noyées dans une école de danse. C'est Mm. quelque chose qui doit plus être vraiment vécu et où les gens ont possibilité de justement tout partager dans cette structure autour du swing, quoi. Que ça soit boire un verre, s'habiller, sortir ensemble, apprendre. Voilà,
Donc j'ai travaillé dans les écoles de danse et dans des associations. Et voilà, maintenant je pense que je suis capable de juger les avantages ou les inconvénients de l'un ou l'autre. Et notamment, pourquoi on en arrive à l'organisation? Parce que quand on fait partie d'une association ou d'une structure à part école de danse, on a besoin nous-mêmes de promouvoir des événements pour faire venir les élèves. Ouais. Donc effectivement, l'une de nos grosses réussites, ça a été l'organisation d'un événement international pendant 10 ans sur la Provence. Donc le premier également. Mais en fait, la base de la réflexion, ça a été tout simple. Ça a été, on veut développer le swing sur la région. Il n'y a que quelques villes très influentes en France où il y a des événements dignes de ce nom. Pourquoi nous, on ne pourrait pas avoir le nôtre sur la région? Et ça a démarré comme tout, ça, par la première édition de 2005, par un tout petit événement. On devait être 150 danseurs à la soirée. C'est déjà bien. Pas de stagiaires, de danseurs à la grosse soirée, on va dire, avec orchestre. Et ensuite, voyant la réussite, et comme toujours, hein, en budgétisant correctement les choses, on avait une équipe assez performante, on a pu continuer ça. Et ça a duré 10 ans. 10 ans, et on a fini, pas parce que ça marchait plus, au contraire. On a fini parce que le concept s'essoufflait et que ça demande énormément de travail. Et contrairement à d'autres grands événements, le staff était un peu, minimal. Oui. Donc ça voulait dire pour tout le monde 10 mois de travail et c'était très prenant. Les amis aussi, ils avaient des métiers, on a tous des métiers à côté. Oui. Donc c'était très prenant. Mais le concept était très intéressant et peut-être qu'il y aura autre chose bientôt. Qui sait? Ouais, en tout cas, c'était un événement fabuleux, le PSF. Moi, j'ai eu la chance d'y participer à de nombreuses occasions. Je crois même que ça a été ma toute première soirée. Je crois que c'était l'année où il y avait Juan et Sharon qui faisaient des démos et je dansais depuis 2 semaines. Et bon, j'ai pas quitté mon siège de toute la soirée, mais en tout cas, ça a été un premier souvenir de soirée swing et j'ai dit, bah oui. Oui, je sens que je vais me sentir bien dans tout ça, quoi. Donc merci pour tout ça. Je pense que c'était un plaisir pour tout le monde, autant d'organiser, autant malgré la fatigue, le retour, les feedbacks des gens qui étaient tout le temps super gentils. Voilà, et l'envie même des profs de renom de revenir à l'événement où ils se sentaient bien et voilà, on partageait plein de choses, c'était sympa. Et puis il y avait eu de sacrés noms qui sont passés dans puis la partie orchestre aussi, c'était toujours un orchestres. grand challenge d'avoir des super orchestres chez nous, quoi. Donc, alors la battle Gentlemen and Gangsters Magic Shookheads. avec les Magic Shookheads, forever ça. C'est dans la tête pour top. toujours. Le souvenir que j'ai aussi, c'est comment ça s'appelle, Barcelona Jazz Band avec les gamins là. Quelle découverte. Et en fait, je me rappelle, nous on savait ce qu'ils valaient puisqu'on les avait vus au Bar Swingona et on était enchantés de les avoir. Parce que Johan Chamorro, là, le leader, c'est quelqu'un de très très connu et performant. Et je me rappelle les gens qui voient ces gamins s'installer et qui disent, mais attends, on a payé une soirée pour voir des minots nous jouer de la musique, quoi. Et tout le monde était, waouh, c'est quoi cet événement, quoi. Et les gamins, ils ont commencé à jouer. La petite, elle est montée sur sa caisse de bière avec la trompette. Et là, les gens, ils étaient subjugués, ils étaient à l'arrêt, quoi. Tellement c'était... on s'est pris une grosse... Moi, je pense que c'est l'un de mes plus beaux souvenirs, ça, quand même, les Provence Swing Festival. J'ai un peu moins aimé l'année d'après où ils sont revenus, ils étaient un peu moins... Ouais, c'est vrai. C'était un peu moins péchu. J'ai eu la chance l'été dernier de revoir la trompettiste qui commence à entamer une carrière solo. Mais elle est super connue. Très sympathique. Ouais, je sais plus comment ça Et s'appelle. le monsieur chef d'orchestre que tu mentionnais là, Chamolo. Johan Chamorro. Passe au Jazz Fola là, cet été 2019. D'accord. Dans les télés, j'ai vu passer sur la newsletter pour info. Justement, là, on est en train de parler d'artistes de jazz, c'est parfait pour embrayer sur la prochaine question. Quels sont tes artistes préférés en jazz? Qu'est-ce que tu... Ouais, tout simplement. T'as du temps ou pas? Ouais, l'idée, c'est pas de tous les citer, mais c'est de citer ceux qui, toi, te plaisent vraiment beaucoup, quoi.
Alors, j'ai beaucoup d'influences, mais les artistes principaux qui me font dresser les poils, on peut dire, c'est des artistes comme Fletcher Anderson, j'aime beaucoup. Des artistes comme Duke Ellington, bien sûr, et Artichaut. Mm. Donc ça fait partie des trois, franchement, que je joue beaucoup et qui. Après, il y en a tellement que. Il y a quelques titres où je vais préférer d'autres et quelques versions où je vais préférer aussi d'autres artistes, mais c'est vrai que Fletcher Anderson fait partie de ceux que j'adore pour plusieurs raisons, parce que c'est déjà un musicien accompli, c'est aussi quelqu'un qui a repris des thèmes très connus de la Nouvelle-Orléans d'une manière où on peut aussi bien les avoir en balboa qu'en lindy hop. Enfin, c'est pas quelqu'un où on va définir un style de danse approprié sur lui, quoi. Donc voilà, je citerai Fletcher Anderson. La classe. Et du coup, tu nous cites là trois old, old bands. Est-ce que tu as des groupes dans la période plus récente, comme des groupes actuels qui te plaisent aussi beaucoup, que tu aimes suivre dès que tu vois qu'ils sont sur un festival et tu te dis, ah ben tiens, là c'est cool. Ah ben, on a eu l'occasion de voir Tubaskini, Oui, c'est quand à Marseille. à Marseille la Ouais. semaine dernière. Donc Tubaskini, quand même, adorant le jazz New Orleans, ça fait partie quand même des groupes que j'aurais pas manqué ici. Voilà, vraiment, c'est bien dans l'esprit. Sinon, en France, on a quand même des bandes sympas aussi à suivre. Mm. Sugar Band, Swing Shooters, voilà, qui sont très influents actuellement et qui voyagent beaucoup aussi maintenant sur la plupart des événements Lindy du monde entier. Donc ils sont quand même bien en place. Clairement. Et on parlait donc des influences musicales. Maintenant, tes influences danseurs-danseuses, quelles sont-ils? Old-timers ou danseurs Peu importe. actuels? Qui tu veux. Bah, Qui est-ce qui- Forcément, on va commencer par les old-timers parce que on va dire que ça a été un peu le cheminement inverse. On est d'abord influencé par des danseurs ou des profs qu'on a sur des stages qui forcément nous donnent une direction et on a un peu à apprendre chez tous les danseurs, les professeurs qu'on fréquente forcément. Ils nous donnent une certaine identité. Et après, on essaye historiquement de retourner vers les old-timers. Donc, les premiers qui ont influencé, on va dire, dès le boogie-woogie, à l'époque, forcément, c'était les incontournables Marcus et Barble ici, donc, et notamment Erang. Mais sinon, les grands danseurs, moi, j'ai beaucoup apprécié Nick Williams, en fait. Autant en Balboa qu'en Lindy Hop. Donc, et bien sûr, l'émulation, on va dire, régionale et on va dire d'époque, d'âge, ça a été Thomas Blanchard et Max Petruzzella, forcément. Donc, qui font partie quand même qui resteront parmi les plus grands français sur le développement de la scène swing, on va dire, et du style qui se fait maintenant, quoi. Donc ça, c'était pour la partie, on va dire, moderne. Et sinon, en grand danseur, j'adore Dean Collins. Voilà. Dean Collins, Gene Kelly, voilà, c'est des gens... je me lasse jamais de regarder des vidéos Spirit Moves ou je ne sais quoi avec ces danseurs-là. Donc, et en Balboa, Willy Desatoff, Maxi Dorf. Donc il suffit de se replonger dans ces vidéos pour dire waouh, le travail qu'il nous reste à faire. Donc on n'est jamais arrivé, il y a toujours à apprendre, toujours à progresser. Et c'est ça qui est bon dans le swing, c'est que c'est comme une langue qu'on parle, ça évolue tout le temps. Et si on reste statique, il ne se passe rien. Il faut échanger, il faut se former, il faut partager avec des gens, écouter de la musique. Mhm. Voilà. Oui, oui, Pour moi, c'est ça le swing, quoi. Il faut le vivre. Si c'est juste pour faire une activité, autant aller faire de la musculation. on peut en faire en Lindy en plus, Ouais. hein, c'est multi-usage. On s'approche gentiment de la fin. On a parlé de tes influences en jazz, tes influences de danseur. Quel festival tu recommanderais aux auditeurs et pourquoi? Alors après, je pense que tout est question de budget, parce que je me rappelle au début, on n'a pas forcément l'argent pour voyager au bout du monde, pour faire des festivals d'une semaine.
Bien sûr, tout le monde cite les plus grands festivals qui existent, mais je pense que, à contrario de notre époque, maintenant on a la chance de pouvoir faire des stages pas très loin. Et la plupart des grandes villes aujourd'hui, Grenoble, Paris, Montpellier, organisent même Toulouse, organisent Rennes, organisent des stages très performants. Et on choisit son événement par rapport à l'ambiance, mais aussi par rapport à la carte des profs qui vont être présentés, ou par rapport au groupe d'amis qu'on fréquente et qui sont sur place. Donc, sinon, en termes d'ambiance pour passer des vacances, moi, forcément, je suis comment dire, complètement en amour avec le Swing Out, donc, qui a lieu dans le Cantal, d'ailleurs, du 10 au 18 août. Donc, où là, justement, ça retrace tout à fait notre histoire, puisqu'à la base, c'est un festival de musique boogie-woogie depuis des lustres, reconnu dans le monde entier. Et il a été greffé un stage de boogie-woogie sur cet événement-là, donc qui regroupe à la fois danseurs et musiciens du monde entier. Et maintenant, on a la chance d'avoir aussi une semaine de grands stages de Lindy Hop. Donc je pense que pour les gens qui sont comme nous, un peu en amour avec ces périodes-là, au moins là, il y a de tout. Il y a de tout. Voilà. Sinon, bien entendu, si on a les moyens pour voyager, Lindy Shock à Budapest, Erang, voilà. Mais déjà, faire quelques stages dans les alentours, quand on démarre, c'est peut-être pas mal plutôt que se lancer directement dans un gros événement. Oui. Gros événement, pardon. Donc, Ouais, je commencer pense, doucement. voilà. Je pense que c'est la grosse différence vraiment avec notre période quand on a débuté. On a beaucoup de chance aujourd'hui de pouvoir danser où on veut, quand on veut, écouter de la musique. Même l'accès à la musique maintenant est beaucoup plus simple. Oh oui. Donc, nous à l'époque, il fallait s'échanger des CD, voilà quoi. Donc, là maintenant, voilà, tout le monde a accès à de la bonne musique. Donc, Ouais. C'est vrai que les réseaux sociaux ont changé la face des danses swing, hein, clairement. Il y a eu un avant, un après quand même. c'est clair. Le boom des événements, la promotion de certaines communautés de danse, etc., c'est largement été permise par tout ça. Donc du coup, et tu n'as pas dit, mais tu enseignes au Swing Out la Roquebrou depuis des lustres. Oui. Ben, je vais enseigner encore cette année et j'ai un gros rôle de DJ aussi. Ouais. Donc, voilà, Il plusieurs reste, casquettes. il reste des places peut-être si des personnes veulent y participer. Ou est-ce que le stage Alors, est complet? il me semble qu'il reste des places de leader, mais il faut avant tout se renseigner sur les logements, puisque c'est Oui. un tout petit village médiéval et malheureusement, le nombre de places, le festival grandit d'année en année, c'est les 10 ans cette année, et le logement, c'est très compliqué pour loger sur place. D'accord. Donc, mais il doit rester des places pour les leaders notamment. D'accord. Voilà. Dernière question, Nico. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un padawan du swing, un jeune Jedi qui débute? Qu'est-ce que tu lui donnerais? Ben, déjà, comme toute activité qu'on démarre, c'est déjà prendre plaisir à ce qu'il fait. Même s'il y a une partie rigueur forcément, c'est avant tout garder le sourire, pratiquer au maximum. Prendre des cours, c'est bien. Bon là, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais prendre des cours, c'est bien, mais danser pour le plaisir, c'est mieux. Donc prenez quelques cours et allez danser, allez vous mélanger, quitte à au début pas savoir trop se dépatouiller, mais il n'y a pas de honte à avoir. C'est comme ça qu'on apprend. Exactement. Merci Nico pour tout ce que tu as mis en place Merci Julien. dans la région et merci pour l'interview. Merci à toi d'avoir accordé ce temps. Et à une prochaine fois. Salut! Tout à fait, salut, merci Julien.